Je vais essayer de donner un éclairage de l'intérieur, donc moi-même enseignant, chercheur, dans les universités depuis une vingtaine d'années. Et donc j'ai eu à exercer des missions d'enseignement, de recherche, d'administration, qui sont attendues de tous les emplois de l'université. Donc je vais commencer par essayer de rappeler finalement quelle est la mission de l'université. La mission de l'université, c'est d'abord de créer du savoir, de la connaissance, de la créer de manière désintéressée, d'être capable de formuler une analyse critique des connaissances et des savoirs qui sont formulés par d'autres. Et ensuite, il faut mettre en place les enseignements pour faire passer ces savoirs. Donc on voit bien qu'avant de commencer le métier d'enseignant, ou la fonction d'enseignant, il faut déjà créer ce savoir. Et donc j'aimerais discuter avec vous, j'aimerais rapporter un petit peu un témoignage sur comment aujourd'hui crée-t-on du savoir dans l'université française. L'université française inscrite dans sa dimension européenne. Alors jusqu'à il y a une dizaine d'années, le financement de l'université, et en particulier de ses activités de recherche, était vu comme un service public, avec un financement public d'État. Dans notre jargon, on dit que le financement était récurrent, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on avait à peu près un montant de financement qui était comparable, on pouvait négocier un petit peu à la hausse. Et puis, en 2005, à peu près à cette époque-là, il y a eu deux événements majeurs. Le premier, c'est la loi autonomie des universités, qui grosso modo a jeté le bébé avec l'eau du bain, puisqu'on a donné aux universités la responsabilité de gestion totale sur leurs murs, leurs biens, le personnel. Donc imaginez une entreprise qui a tout à coup toutes les charges financières du fonctionnement et de l'exploitation à sa charge, mais qui n'a aucun contrôle sur ses revenus. Donc l'État, dans sa grande bonté, il y a une dizaine d'années, a compensé financièrement par un budget qui tenait compte à peu près de la masse salariale de l'époque, sauf que, sciemment ou inconsciemment, on a oublié un petit détail, c'est que de par la loi, les fonctionnaires, n'est-ce pas, qui sont employés à l'université, voilà, il y a un mécanisme d'adaptation du salaire qui s'appelle le GVT, glissement vieillesse technicité, ce qui fait que de droit, quand vous prenez de l'âge, l'expérience, le salaire va augmenter un peu, même un peu, hein, quelques pourcents. Si vous avez une nouvelle technicité, votre salaire aussi va augmenter. Or, ce glissement, techniquement on l'appelle GVT, glissement vieillesse technicité, n'est pas compensé. Et ça dure depuis 10 ans. Ce qui veut dire que chaque année, il y a un déficit. Et ce déficit s'ajoute. Et il s'ajoute tous les ans depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, les universités françaises, dans leur grande majorité, présentent des comptes publics qui sont déficitaires. Et comme les gouvernements en place ont une vision économique de la chose, la seule réponse c'est, eh bien vous êtes en déficit, faites des réformes structurelles, faites des économies. Et donc les directions d'université n'ont plus d'autres possibilités que... Enfin, il y a deux possibilités. La première, c'est, grosso modo, se déclarer, c'est l'équivalent d'une faillite, en quelque sorte. Donc se déclarer, se mettre sous tutelle du rectorat. Et donc là, c'est pire que tout, puisque finalement, on n'a plus aucune décision politique au local. Et l'autre, c'est d'essayer de faire une gestion comptable de l'université. Et donc, on fait une politique austéritaire, et on ne renouvelle qu'un seul poste sur deux. Donc, chaque départ à la retraite, chaque mutation, chaque départ volontaire, parce que les collègues changent d'emploi, par exemple, c'est normal, eh bien, sur les emplois vacants, seul un emploi sur deux est remis au concours. Ce qui veut dire que vous avez une institution, un établissement public, qui a une obligation de service public, qui doit former des étudiants, réaliser des opérations, enfin, assurer sa mission, mais à chaque fois, progressivement, on a de moins en moins de moyens, et donc évidemment, la conséquence sur la qualité de l'enseignement va se ressentir. Ça veut dire des classes surchargées, ça veut dire une réduction globale du nombre d'heures pour faire une formation donnée, et ça veut dire aussi fermeture de certaines formations au regard de critères, soit comptables,
soit de logique économique ou d'intérêt socio-économique. Voilà. Donc ça, c'est une première photo que je voulais rapporter sur la conséquence des décisions politiques qui ont été menées il y a plus d'une dizaine d'années sur la gestion financière, enfin la gestion comptable des universités. Alors évidemment, j'ai commencé mon discours avec la notion de création de savoir. Finalement, comment créer du savoir? Pour créer du savoir, on fait ce qui s'appelle la recherche. La recherche, c'est... Parfois on trouve sans le savoir, mais c'est un travail qui demande ce qu'on appelle un temps long. Je pense que ce mot, je l'ai pris des discours qui ont été faits aux assises de la France Insoumise, que j'ai revisionné récemment, et donc ça m'a permis d'avoir les bons mots. C'était des choses que je percevais moi-même, en fait, depuis longtemps, et j'étais ravi de trouver des mots justes qui permettaient d'expliquer, finalement, ce que je ressentais depuis un certain moment. En fait, aujourd'hui, on est rentré dans une logique économique à l'université. Non pas tant que les collègues à l'université sont ravis de cette situation, mais je pense que beaucoup d'entre nous subissons les orientations politiques, car je rappelle que nous ne sommes qu'un instrument de l'État. Nous sommes un établissement public au service de l'État, et c'est l'exécutif, les lois qui nous gouvernent. Donc nous, on n'a pas trop notre mot à dire, si ce n'est éventuellement résister. Donc j'ai parlé de l'autonomie des universités. À l'époque, les présidents d'université de l'époque étaient ravis parce qu'ils se disaient chouette, on va pouvoir faire comme des entreprises. Et ils ont commencé à faire leurs calculs, ils ont compris que ça allait se passer, et maintenant ils déchantent un petit peu. Mais bon, ça c'est de l'histoire. Maintenant, j'aimerais bifurquer un peu et vous parler de la recherche, parce que c'est pas tant que la recherche me passionne, c'est vrai, c'est ma passion, mais c'est surtout que c'est fondamental. Il ne peut pas y avoir d'université s'il n'y a pas de recherche. On ne peut pas dispenser une formation si on n'a pas créé cette connaissance. Imaginez-vous que les technologies d'aujourd'hui n'existaient pas il y a 50 ans. Donc comment on peut aujourd'hui former des jeunes ou des moins jeunes à ces nouvelles technologies ou à ces nouveaux savoirs si on n'est pas capable de les formaliser, de les avoir créés, etc. Donc c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement, et il faut, pour que cette chose soit en mouvement, il faut des chercheurs ou des enseignants-chercheurs qui puissent travailler dans des conditions sereines. Or aujourd'hui, on observe, depuis donc une dizaine d'années, parallèlement à cette autonomie des universités, on a vu apparaître une agence de moyens pour la recherche. Ça s'appelle l'Agence nationale de la recherche. C'est une émanation publique, qui va faire des appels à projets pour distribuer une subvention publique. Jusque-là, il n'y a rien de choquant. Simplement, les orientations sur ces subventions publiques sont définies en amont sur des appels à projets thématiques. Donc, première difficulté, c'est que ces orientations thématiques, elles sont principalement motivées par des intérêts socio-économiques. Pour dire autrement, pour réussir à faire financer son projet, il faut avoir une entreprise dans le consortium, enfin avec soi. Donc, moi j'ai envie de faire une recherche un peu indépendante, j'ai envie de faire une recherche en histoire, en philosophie, en littérature, mais comment faire pour trouver une entreprise intéressée par mes travaux? Donc ça crée en quelque sorte un biais dans ceux qui sont les élus, déjà ceux qui ont le droit de concourir. Pour concourir à ce concours de financement public subventionné par l'État, par les contribuables, il faut déjà avoir dans son pool une entreprise, pour parler un peu crûment. Donc vous voyez qu'il y a un problème pour les recherches fondamentales, pour les recherches dans les humanités, la littérature, la philosophie, toutes ces pans de la recherche universitaire sont en difficulté. Premier problème. Deuxième problème, c'est le temps. Le temps d'un projet financé par cette agence est de 3-4 ans. Or, on ne peut pas en 3-4 ans avoir un résultat qui tienne la route. Il faut du temps long. Et donc ça, c'est un deuxième problème. Ensuite, mais d'ailleurs même, je dirais, si je voulais aller dans le sens de la logique économique, savez-vous qu'aujourd'hui, si vous avez une idée de génie, il vous faut à peu près 10 ans pour réussir à la mettre sur le marché. Même si vous avez une idée qui peut développer une solution technologique qui va révolutionner la société, il faut 10 ans pour aller sur le marché. Or, à l'université, on ne peut financer que des projets de 3-4 ans. Et si votre projet a été réussi, au bout de 3-4 ans, eh bien, si vous voulez continuer, vous ne pouvez pas continuer à financer sur le même schéma. Il faut aller, comme ils disent, à l'Europe.
Mais à l'Europe, c'est encore plus difficile. Il faut s'associer avec d'autres pays, des laboratoires dans d'autres pays européens. La concurrence est encore plus rude. Et donc, je n'ai pas dit le chiffre, mais le taux de sélection sur ces appels à projets, c'est 10%. Et le gouvernement, ou du moins l'Agence nationale de la recherche, se félicite de l'excellente qualité, l'excellence des projets qui ont été financés. Parce que, vous voyez, on implique 10%, donc c'est certainement les meilleurs. D'accord ? Donc, mais c'est pas raisonnable, une démarche comme ça, c'est pas raisonnable. Donc moi, j'aurais espéré une approche pragmatique qui dit, voilà, on a un certain nombre de critères, les projets sont d'intérêt pour la société, sont d'intérêt pour le bien commun, on finance parce que c'est intéressant. Ça, je veux bien. L'évaluation n'est pas un problème pour les chercheurs. Les chercheurs sont évalués en permanence. Nous passons notre vie à nous évaluer nous-mêmes. On évalue nos voisins, on évalue nos collègues. À chaque fois qu'on publie un résultat scientifique, on l'évalue le travail des autres. Donc l'évaluation ne nous gêne pas. Le projet ne nous gêne pas. Ce qui gêne, c'est la durée et le taux de sélection. Un taux de sélection aussi bas, 3-4 ans, 10% de réussite, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vous avez 50% des acteurs qui, de toutes les manières, doivent disparaître parce qu'ils ne sont pas financés. D'accord ? Alors les chiffres que je donne ici sont les vrais chiffres, c'est à peu près 9%, 10%, 11%. C'est vrai pour l'Agence nationale en France, mais c'est aussi pour des appels à projets au niveau européen. Bon, je n'en ai pas parlé, mais c'est le même problème avec simplement l'obligation d'avoir un consortium, c'est-à-dire un groupement d'universitaires ou d'entreprises qui soit à l'échelle européenne. Donc on voit une logique économique à l'université, du financement sur projet, court terme, taux de sélection très très dur, les montants alloués sont relativement faibles, c'est pour faire de la recherche dans de bonnes conditions, c'est très difficile. Et puis, ça a déjà été dit, une concurrence installée entre les établissements, tant au niveau national qu'au niveau européen. En fait, à chaque fois qu'on répond à un appel à projet, on est en concurrence avec son voisin. Donc c'est un peu bizarre quand même pour une recherche académique dénuée de... Voilà, donc quelques éléments pour vous donner une idée de la situation actuellement à l'université. La preuve qu'il y a une logique économique qui se met en place, et puis je n'ai peut-être un autre élément à rajouter, c'est mes interlocuteurs sur le monde socio-économique sont obsédés par la start-up. Moi j'ai dit que je ne voulais plus entendre parler de la start-up. En fait, on voit une floraison d'aides qui permettent de financer ce qui s'appelle la maturation d'idées. Mais bon, moi je pense que les chercheurs, c'est pas notre objectif. La recherche publique, elle doit être désintéressée, elle doit créer du savoir qui doit être mis à disposition de la société. Donc voilà un peu le témoignage que je voulais rapporter. Et finalement, pour conclure, je vais juste dire quelques phrases que j'ai piquées à ma conseillère privée. Finalement, on passe d'un appât de la connaissance à un appât du gain de l'exploitation de cette connaissance. Et c'est ça qui est un peu dramatique aujourd'hui. Voilà, je pense. Merci beaucoup.